depuis 1937. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Faut-il relever le quota de loups abattus en France? Le gouvernement y songe. Il a consulté le Conseil national de la protection de la nature. Nous irons en Savoie où le dialogue entre éleveurs et défenseurs du Grand Canidé reste difficile. Après un démarrage compliqué, la fin de saison s'annonce mieux en station. C'est ce que nous apprend une enquête réalisée fin janvier. Enquête dont nous parlerons avec notre invité, le maire de Venosque-les-Deux-Alpes, Pierre Balme. Et puis ce soir, nous vous emmènerons dans les coulisses du CERN de Genève, le plus grand laboratoire de physique des particules du monde qui présente sa nouvelle exposition permanente Microcosme. C'est à découvrir à la fin de ce journal. Dans l'actualité nationale que développera Carole Gessler à partir de 19h30, les vents violents qui secouent notre pays, 27 départements sont encore placés en alerte orange ce soir dans le nord-est, le sud-est et la Corse. Le mauvais temps quitte progressivement le littoral pour se déplacer vers l'intérieur des terres. 2 personnes ont été grièvement blessées dans l'Aube et le Val-de-Marne. Il sera aussi question de l'émotion qui touche l'Allemagne après le terrible accident de train qui a fait au moins 9 morts, 81 blessés dont 18 graves. Une collision frontale dans un virage entre 2 trains près de Munich. Des centaines de secouristes sont toujours mobilisés. Un passager est encore porté disparu. Mais d'abord, 36, c'est le nombre de loups pouvant être abattus dans l'Hexagone en 2015-2016. Depuis juillet, 34 canidés ont déjà été tués. Aujourd'hui, le Conseil national de protection de la nature examine la demande d'éleveurs qui réclament que 6 loups de plus soient tués. Pour la Savoie, l'enjeu est important, mais le dialogue reste difficile entre éleveurs et défenseurs de la nature. Jean-Christophe Pain, Frédéric Pasquette. Septembre 2015, suite à la séquestration de la direction du parc de la Vanoise, les éleveurs obtiennent du préfet le prélèvement de 6 loups jusqu'en mars. À ce jour, 3 ont été abattus en Savoie, plus 1 en tir de défense. Mais selon les éleveurs, malgré ces prélèvements, les loups seraient toujours plus nombreux. L'Office national de la chasse suspecte en effet l'installation d'une 4e meute entre l'Isère et la Savoie. En 2015, un cap a été franchi puisqu'on a eu 100% d'augmentation dans le nombre d'attaques. Pour vous dire les chiffres, c'était depuis 3 ans de 100 à 110 constats d'attaque sur le département. En 2015, on est passé à 210. Pour les défenseurs de la nature, c'est le loup, au contraire, qui est en danger. La FRAPNA pose la question. Canis lupus ne paye-t-il pas l'évolution extensive de l'élevage ovin? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à restreindre un peu les troupeaux pour qu'ils soient mieux protégés? Le loup, un peu, si je peux employer l'expression, c'est un peu quelque part le bouc émissaire de tout un ensemble de problèmes que peuvent avoir les éleveurs. En Maurienne, à Éton, Luc Etlin élève en effet plus d'1 millier de moutons gardés par 3 patous. Et derrière un éleveur, il faut également un revenu. Il faut qu'on fasse vivre nos familles, il faut que l'on amène sur le marché une viande de qualité. Et aujourd'hui, si on a des tailles de troupeaux de 1000 à 1500 bêtes dans les alpages, c'est qu'économiquement, il nous faut ce cheptel-là pour subvenir à nos besoins. En 2007, suite à une attaque de loup, Luc Etlin perd près de 500 têtes sur l'alpage de la Lausière. Il attend l'avis du Conseil de protection de la nature. Mais cet avis est seulement consultatif. C'est la ministre de l'écologie qui décidera au final si d'autres loups peuvent être abattus. Fermées depuis dimanche à cause d'un éboulement en Isère, les gorges de la Bourne ont pu rouvrir en fin d'après-midi. Les travaux de sécurisation de la RD 531 ont pris moins de temps que prévu. On peut donc à nouveau circuler normalement entre Choranche et la Balme de Rancurel. C'est une figure de la vie locale qui se retrouve devant la justice. Marie-Christine Tardy, l'ancienne maire de Mélan, était convoquée aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Elle est soupçonnée d'avoir favorisé le cabinet d'architecte de son mari. Le procureur a requis 2 ans de prison avec sursis. Anne Ediard nous rappelle les faits. C'est son premier adjoint de l'époque à la mairie de Mélan, Michel Bernard, qui a dévoilé l'affaire en 2013. Un peu plus tard, le beau-frère de celui-ci, Jacques Cotin, architecte associé dans le cabinet JAM, portait plainte à son tour. Selon eux, la maire UMP de Mélan sélectionnait des programmes immobiliers auxquels elle accordait des subventions importantes. Quand le promoteur avait choisi un cabinet d'architecte, ce dernier se voyait imposer la sous-traitance d'un autre cabinet
dans lequel l'époux de Marie-Christine Tardy était associé. Les enquêteurs de la brigade financière de la police auraient identifié 3 marchés immobiliers passés sur Mélan entre 2007 et 2012. Selon le procureur, plus d'1 million d'euros de subventions auraient été versés. Jusqu'à présent, l'ancienne élue a toujours nié les faits, affirmant qu'elle ignorait toutes des activités de son époux sur les chantiers de Mélan. Elle dénonce une vaste cabale politique. Et le procès vient de se terminer. On rejoint tout de suite en direct du palais de justice de Grenoble Anne Diard. Marie-Christine Tardy allait-elle garder sa ligne de défense, nier les faits et dénoncer une cabale ? Et oui, à la barre, Marie-Christine Tardy a plaidé la bonne foi, ignorant les révélations de la présidente de la Cour qui, juste avant, avait précisé que des écoutes téléphoniques ne laissaient la place à aucun doute. L'ex-maire UMP de Mélan était bien au courant des activités de son mari. Elle savait que son cabinet d'architecte travaillait sur des programmes immobiliers auxquels elle avait accordé d'importantes subventions. Je vous demande de me croire, Madame la Présidente, je n'ai pas fait le lien entre les subventions versées et l'activité de mon mari. Si j'avais su, je ne les aurais pas votées. La présidente l'a mise plusieurs fois devant ses responsabilités et ses contradictions. Depuis 2008, lui a-t-elle dit plusieurs fois, vous avez été alerté à plusieurs reprises de ces possibles conflits d'intérêts. Et puis vous étiez maire de Mélan et votre mari était architecte. Vous le saviez tout de même, a-t-elle ironisé. Alors Marie-Christine Tardy s'est posée en victime ensuite. Cette affaire a été un tsunami, la garde à vue, les articles délétères dans la presse, a-t-elle dit. Mon mari a déclenché un cancer, ma fille également. Il ne faut pas oublier le contexte. On voulait me flinguer, prendre ma place, a-t-elle dit. Le ministère public a dénoncé une mauvaise foi permanente et un népotisme de ce couple Balkany du Grésivaudan, a-t-il dit. Il a requis une peine de 2 ans de prison avec sursis, 5 ans de privation des droits civiques et 20 000 euros d'amende. À l'encontre de son époux, il a requis 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende également. Le jugement a été mis en délibéré au 5 avril prochain. Merci Anne. On part maintenant en Haute-Savoie à Cluses où la moitié du personnel du lycée Charles-Poncet était en grève aujourd'hui. Une grève pour dénoncer le comportement du proviseur. L'ambiance au sein de l'établissement est très tendue. Les enseignants attendent une action concrète du rectorat. Ariane Combe, Dominique Sommet. Cela fait des mois qu'ils dénoncent en interne le malaise au sein de leur établissement. Sans succès. Cette fois-ci, les enseignants du lycée Charles-Poncet de Cluses sont dans la rue. Ils n'acceptent plus les agissements que leur proviseur aurait à l'encontre de certains d'entre eux. Des agressions verbales, des intimidations publiques, en public, des humiliations, des menaces indirectes et des propos très déstabilisants qui font que de plus en plus les personnels, les professeurs, les agents sont parfois dans une situation de mal-être et de souffrance au travail ou dans la peur. Certains personnels ont peur de témoigner, ont peur de rencontrer le chef d'établissement, de le croiser. Des personnels ont peur. Le rectorat a été plusieurs fois alerté. 18 membres du personnel auraient fourni des témoignages écrits. On aimerait se sentir peut-être plus entendu et protégé par notre administration et que des conditions de travail sereines soient à nouveau possibles dans ce lycée qu'on aime beaucoup. Le chef d'établissement n'a pas souhaité répondre à nos questions. Après de nombreuses sollicitations, le directeur d'académie nous a renvoyé, lui, un SMS laconique. Le problème, porté par certains sur la place publique, continuera à être pris en charge par le rectorat en interne. Les enseignants reconnaissent avoir été reçus par leur hiérarchie, mais ils souhaitent désormais des réponses concrètes pour eux et les 1350 élèves du lycée. Les représentants des salariés de Carbone Savoie vont enfin rencontrer le repreneur Alandia. Cette info est à lire sur notre site internet. Une table ronde sera aussi organisée jeudi avec Rio Tinto sur le volet négociation. Plus de détails sur alp.france3.fr. Dans l'actualité également, cette initiative de Pôle emploi à Bourgoin-Jallieu en Isère. Un job dating était organisé ce matin pour mettre en relation travailleurs handicapés et entreprises. 36 postes en CDI, CDD ou alternance étaient proposés. Céline Aubert, Yves-Marie Clos. Dans quelques minutes, ce sera son tour. Pour la première fois depuis que sa maladie a été diagnostiquée en 2013, Alexandra Monel va passer un entretien en tant que travailleur handicapé. Elle travaillait chez un fabricant de petites pièces moteurs lorsqu'une arthrose précoce s'est déclarée. Aujourd'hui, elle aimerait bien trouver un emploi adapté à son handicap, mais elle redoute un peu de devoir en parler. S'ils demandent ce que j'ai, peut-être que, sachant que c'est au niveau du dos, peut-être qu'ils vont avoir un petit peu peur, choses comme ça.
Mais bon, après, en montrant justement qu'on cherche du travail, qu'on fait énormément de démarches, je pense que ça prouve qu'on a envie de travailler et que ça ne nous empêche pas de travailler. L'agence de Bourgoin-Jallieu gère 500 travailleurs handicapés, mais seule une trentaine est retenue chaque année pour passer ces entretiens. Ici, on parle de freins plutôt que de handicap. Il s'agit de contraintes horaires, d'obligations, de ne pas rester assis ou debout trop longtemps, ou encore de ne pas porter de charge. Mais la première difficulté, c'est dans la tête. C'est pas écrit sur leur figure qu'ils sont travailleurs handicapés, sauf que eux le savent et du coup, eux-mêmes se mettent la pression par rapport à ça déjà. Donc même en entretien d'embauche, ça se ressent parce qu'ils parlent beaucoup de leur handicap. Donc ça aussi, c'est un gros travail à faire avec eux. L'entretien touche à sa fin. 15 minutes pour convaincre, c'est très court, mais encourageant. Merci beaucoup, à bonne bientôt. journée, merci. J'apprenais un petit peu, mais finalement ça s'est très très bien passé, bien expliqué. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts et puis on verra par la suite. Alexandra obtiendra un avis positif, mais pour décrocher le poste d'assistante commerciale qu'elle convoite, elle devra passer un second entretien dans l'entreprise. Chaque année à Bourgoin, la moitié environ des candidats repart avec un CDD, voire un CDI. Le travail saisonnier, objet d'une grande enquête en Auvergne, dans le Cantal. L'objectif est de mieux répondre aux besoins des entreprises, mais aussi à ceux des travailleurs. C'est notre reportage Grande Région de ce soir. Il est signé Claude Bernard et Lydie Rib. Sous quel type de contrat vous êtes employé? Saisonnier. Saisonnier. Pour quelle durée? 5 mois. 5 mois. Novembre, ouais. Début avril. 30 ans pour l'un, 10 ans pour l'autre comme saisonnier chez ce loueur de ski au Lioran. Frédéric passe 5 mois sur la station et travaille 10 mois sur l'année. C'est mon Lioran. Après, sur le printemps, j'attaque chez un horticulteur à Massiac. Pareil, la saison dure 3-4 mois. Et après, je rebascule l'été sur une autre saison, soit dans l'hôtellerie ou au parc aventure, là où je trouve, du saisonnier, quoi. Comme Frédéric sur le Lioran, ils sont près de 300 à occuper un emploi saisonnier. 80 sont employés par la station sur le domaine skiable. Les autres le sont principalement dans les commerces. En pleine saison, on est à 9 maximum de personnes. Et après, ceux qui font la saison en entier, on est à 4 personnes qui font la saison de décembre jusqu'à début avril. L'enquête menée par l'Observatoire du tourisme du Cantal a pour objet d'établir une phase de proposition sur la pérennisation des emplois saisonniers. Elle a déjà permis d'établir que nombre de contrats d'été étaient plus longs que ceux d'hiver. Sur l'hiver, on s'attendait à des contrats assez courts. Et là, pareil, la première partie de l'enquête nous montre que c'est quand même des emplois sur 3 mois, en grande partie sur 3 mois. Donc ce sont quand même des activités qui sont assez longues et qui peuvent être intéressantes du coup pour des nouveaux types de contrats et notamment de pouvoir engager des saisonniers l'été, des saisonniers l'hiver et qu'entre-temps, pourquoi pas, les gens partent en formation qualifiante sur des métiers d'accueil, sur des formations en langue. Donc voilà, il y a des pistes à creuser là-dessus parce que malgré tout, les contrats sont assez longs. En ce début de vacances d'hiver au Lioran, la météo n'a pas eu d'impact sur les emplois saisonniers. Seule une partie des contrats courts dont les hôtels autour du massif n'ont pas été renouvelés. Les saisonniers qui, on le sait, vivent dans des conditions parfois précaires. Après la mort de deux jeunes gens asphyxiés dans leur camion à Chamonix, le député des Alpes, Joël Giraud, a interpellé aujourd'hui la ministre du Travail à l'Assemblée nationale. Il lui a notamment demandé l'application de primes de précarité et l'amélioration des conditions de logement. On écoute Joël Giraud, puis la réponse de Myriam El Khomri. Les règles actuellement applicables à tous les précaires ne le sont pas aux saisonniers en raison de la durée de leur séjour. Il faut donc renforcer les prérogatives des préfets sur les territoires touristiques à propos des questions de logement, mettre en place une offre adaptée, y compris dans les territoires non soumis à la loi SRU. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Dans quel délai et par quel véhicule législatif pouvons-nous enfin faire sortir de la précarité les travailleurs saisonniers en s'appuyant sur les conclusions du groupe de travail ? Je vais demander au préfet, en lien bien sûr avec ma collègue Sylvia Pinel, d'être vigilant, notamment dans l'élaboration des documents d'urbanisme et d'accompagner les élus locaux dans la mobilisation des dispositifs existants. Mais d'autres actions doivent être envisagées, qu'elles soient fiscales ou réglementaires, et nous ferons des propositions avec Action Logement. Voilà, nous agissons concrètement. Je vous le disais en titre, malgré un début de saison compliqué, pas de baisse du taux de réservation pour les vacances d'hiver en station. C'est ce que montre une étude réalisée fin janvier. On va parler de tout ça avec notre invité Pierre Balme, mais d'abord regardons précisément ce que dit cette enquête. Nicolas Dancourt. C'est une vaste enquête qui a été menée il y a une semaine par l'Association nationale des maires de stations de montagne et Atout France, l'unique opérateur de l'État dans le secteur du tourisme.
55 stations ont été consultées, qui représentent près de 850 000 lits, et les chiffres vont donner du baume au cœur des professionnels du secteur. Après un début de saison difficile, marqué par un déficit d'enneigement, les réservations d'hébergement dans les stations de ski sont stables, plus 0,4% pour les vacances d'hiver, celles du 6 février au 6 mars. Et ce sont les plus petites stations qui tirent leur épingle du jeu. Celles qui ont moins de 5000 lits affichent un taux de réservation de 89%, alors que les plus grandes, plus de 15 000 lits, sont réservés en moyenne à hauteur de 68%. Une bonne perspective qui pourrait encore être revue à la hausse avec les récentes chutes de neige sur l'ensemble des massifs. Et pour la suite, les prévisions sont tout aussi alléchantes. Pour le mois de mars et pour le printemps, les réservations de nuitées affichent déjà une hausse de près de 21% sur cette période par rapport à l'an passé. Pierre Balme, bonsoir. Vous êtes maire de Venosque-les-Deux-Alpes, membre de l'association des maires de stations de montagne, à l'origine de cette étude. On l'a entendu, le taux de réservation est stable. Ça vous a surpris après ce début de saison marqué par le manque de neige ? Je crois que c'est une nouvelle qui est très encourageante. Ça ne nous a pas complètement surpris parce qu'on a vu que les vacances de Noël, jour de l'an, malgré des conditions, tout dépend des stations. Dans certains endroits, il manquait en effet un peu de neige, mais les gens ont envie de se ressourcer, de venir en montagne. Et puis, on a eu du beau temps, même si des fois il n'y avait pas trop de neige. Donc les vacances se sont passées dans de très bonnes conditions. Donc ça laisse espérer aussi une bonne continuation pour la saison. C'est ce que démontrent ces chiffres. La montagne ne reste-t-elle pas aussi cette destination refuge dans des périodes difficiles ? On privilégie peut-être la montagne plutôt que les grandes capitales européennes ? Je pense que malheureusement, le bonheur des uns fait ou le malheur des autres, etc. C'est vrai qu'on a constaté un regain de fréquentation qui ont pu être liés à moins de déplacements en avion, moins de séjours dans de grandes métropoles, et on vient à la montagne parce que c'est des lieux de calme, de repos, j'oserais dire de sécurité, on vient se ressourcer. Et on l'a vu, les petites stations s'en sortent beaucoup mieux que les grandes sur la période février-mars. À quoi ça tient, ça ? Ça tient, je pense qu'on a vu, il y a un fort différentiel en termes de possibilités d'hébergement. Bon, il est vrai aussi que les grandes stations, y compris celles qui ont eu à un moment des constructions dans les années 70-80, qui ne correspondent plus du tout, ou plus tout à fait aux attentes de la clientèle, il y a certains des lits qui malheureusement demeurent froids. Alors cette comparaison-là. Après, je pense qu'il y a un deuxième élément, je pense qu'il y a aussi qu'il y a un aspect coût. Je pense que c'est vrai que la moyenne montagne, les moyennes stations sont des destinations qui sont très prisées. Et quelque part, on ne sommes pas dans un phénomène de concurrence entre petites et grandes stations, parce qu'il est important que l'on commence à faire du ski jeune et que les petites stations, moyennes stations, sont les moyens de bien débuter dans des conditions économiques qui sont accessibles à tout le monde. Puisque vous parlez du coût, n'y a-t-il pas encore des efforts à faire sur les prix ? Le ski pendant les vacances, ça reste tout de même pour des familles aisées. Je ne dirais pas forcément pour des familles aisées, mais c'est vrai que la pratique de la montagne a un coût. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des remontées mécaniques qui sont de plus en plus performantes. Il y a des neiges qui sont de mieux en mieux préparées, des pistes qui sont de mieux en mieux préparées. Et il est vrai que tout ça, ça a un coût. Alors c'est vrai que on a sans doute des systèmes un peu à repenser. Alors après, votre étude, elle montre aussi une hausse de 21% des réservations en fin de saison. C'est considérable. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors ça, on l'explique, c'est le résultat, je dirais, gagnant d'une longue démarche des associations, notamment la nôtre, l'association des maires de stations de montagne, vis-à-vis notamment de l'éducation nationale, pour faire en sorte d'avancer légèrement la dernière période de vacances, hors celle de l'été, bien évidemment. Et du coup, on a la possibilité de venir, dans le courant du mois d'avril, en montagne et profiter de la neige qui est encore bien présente. Pierre Balme, merci pour cet éclairage. On reste en montagne avec le second volet de notre série de la semaine consacrée au ski de randonnée. Ce soir, on s'intéresse à l'aspect compétition avec la Crève-Cœur, une course organisée à Combloux en pleine nuit. Sa particularité, une montée sèche de presque 6 km avec 800 mètres de dénivelé. Françoise Gay, Dominique Semet. Combloux, 17h, le brouillard emmaillote les chalets de la station. C'est l'heure du chocolat chaud devant la cheminée, mais pas pour tout le monde. Ici, c'est le rush pour s'inscrire à la Crève-Cœur. On était à 130 tout à l'heure, sachant qu'il y a encore des inscriptions de dernière minute, donc on espère arriver jusqu'à 150 à peu près. La Crève-Cœur, une course de ski alpinisme qui se déroule après le boulot et où l'on participe pour des raisons pas toujours avouables.
J'avais pas envie de faire les devoirs avec les enfants. Voilà, c'est lâche. Hein. Non, parce qu'on aime ça, parce qu'on habite là, parce qu'on est mieux là que devant la télé, et puis voilà. 19h sur la zone de départ, derniers échauffements, avec ou sans les skis. Là, remonter la pente en courant juste avant le départ, pourquoi ? Si on y attaque tout froid, on vomit en prenant de la première bosse, et puis après on galère pendant 1 heure. Mais qui sont ces mazos qui, à l'heure de l'apéro, troquent les pantoufles pour un dossard ? Surprise, ici l'élite côtoie les amateurs. C'est une première parce que voilà, il est temps de s'y mettre. J'ai décidé d'essayer. Un truc entre frérots. Voilà, exactement. Ouais. Vous allez jouer la gagne entre vous deux ? Ouais, peut-être entre nous deux, mais ce sera tout. Ouais. On prépare les grandes courses, comme ça permet de faire des entraînements et du fractionner sur des épreuves un peu plus courtes. On a commencé les Coupes du Monde, donc c'est vrai qu'entre les courses, c'est vraiment plus de l'entretien et un peu de récup. Donc voilà, il faut pas trop en faire. 2, 1, c'est parti. Pas trop en faire, facile à dire, la crève-cœur porte bien son nom. Pour le plus long des deux parcours, une montée sèche de 6 km sur 800 mètres de dénivelé. À chacune de trouver son rythme. Bonjour à la caméra. Allez. Bravo, bravo. On s'amuse bien. On souffle un peu quand même, faut pas croire. Vous êtes là entre copines. Voilà. Exactement. On en a un petit peu derrière, un petit peu devant quand même. Ce type de course, ski de rando en compétition, avec ou sans descente, c'est ce qu'on appelle du ski alpinisme. Entraînement pour les pros, découverte pour les moins pros. Les épreuves se multiplient un peu partout dans nos massifs et suscitent de plus en plus d'enthousiasme. C'est festif, il y a une bonne ambiance. Et pour notre sport, ça permet à tout le monde de participer, de mélanger tous les niveaux. Et voilà. Envie de recommencer ? Oui, mais avec des skis plus légers. Et puis sur la grande peut-être la prochaine fois. Voilà. À côtoyer les champions. Ouais voilà, juste les côtoyer. Bienvenue. 40 minutes pour Mathéo, le double pour les derniers, et malgré la fatigue, déjà l'envie de recommencer. Enfin, pas tout de suite. Et toujours en montagne, ce nouvel appel à la prudence. Le risque d'avalanche est très marqué sur l'ensemble des Alpes, risque 4 sur 5. En Haute-Savoie, la préfecture annonce aussi de forts vents au-dessus de 1700 mètres. De l'autre côté de nos frontières et un peu plus à l'abri de la météo, à Genève, le CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules, présente sa nouvelle exposition Microcosme, dévoile les coulisses des travaux scientifiques, notamment les expériences sur l'origine de l'univers. Xavier Schmitt, Franck Serroni. Embarquement pour un petit voyage dans le temps. Les visiteurs remontent jusqu'à la naissance de l'univers, le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Ce mystère est au cœur de l'atome. Il stimule les expériences menées par le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. L'exposition met à la portée du public les dernières découvertes et leurs mécanismes. Le visiteur peut interagir avec les ordinateurs, peut piloter soi-même les machines, faire entrer en collision des protons au cœur des expériences. On est aussi guidé par des vrais gens du CERN. Donc on rencontre des physiciens, des ingénieurs, des techniciens qui font ces machines et qui les pilotent. Alexandre Zabi est physicien. Plusieurs milliers de scientifiques de toute la planète participent à l'aventure. Voici leur laboratoire. Un anneau de 27 km à la frontière franco-suisse, près de Genève, à 100 mètres sous terre. C'est le plus puissant accélérateur de particules au monde. Il provoque des collisions entre des milliards de protons à la vitesse de la lumière. C'est ainsi qu'a été détecté le fameux boson de Higgs, une découverte majeure. Le boson et le champ de Higgs éclairent l'origine de la masse et donc de la matière. À travers ces collisions, on essaie d'expliquer les interactions fondamentales de l'univers, celles qui sont responsables de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang à ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est d'expliquer aujourd'hui que la masse des particules elles-mêmes sont issues d'une interaction avec quelque chose. Elle vient de l'interaction des particules avec ce champ de Higgs. Marta Baiko est ingénieure. Cette Hongroise incarne le credo maison. Pour explorer l'infiniment petit, il faut déployer une gigantesque machinerie. Cet atelier met au point les milliers d'aimants qui jalonnent l'accélérateur. Les plus gros mesurent 15 mètres pour 27 tonnes.
Les aimants, ils sont là pour tenir les particules sur un rayon circulaire de la machine ou ils peuvent être là aussi pour focaliser le faisceau des particules. La puissance de l'accélérateur est régulièrement renforcée. Les chercheurs en ont besoin pour vérifier leur nouvelle théorie. Le boson de Higgs avait été conceptualisé en 1964. Il n'a été identifié formellement que 48 ans plus tard, le 4 juillet 2012. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information. Le gouvernement songe à relever le quota de loups abattus en France en 2015-2016, 42 au lieu de 36. Il a consulté le Conseil national de la protection de la nature. L'éventualité de ces tirs supplémentaires qui divisent éleveurs et défenseurs du grand canidé. Il faudra maintenant attendre la décision de Ségolène Royal, la ministre en charge du dossier. Ainsi va l'actualité dans les Alpes. Merci pour votre fidélité. À suivre la météo, puis l'édition nationale. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.